Salut à tous, c'est Bourrichon, on se retrouve pour l'analyse de la 17e journée du top 14, partie 1. Oui, parce qu'en effet, avec le report du match Perpignan-Pau, il y aura une analyse supplémentaire la semaine prochaine concernant ce match. Enfin bref, si vous me découvrez, d'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner, je fais du contenu ultra régulièrement sur le top 14 et le rugby en général, c'est gratuit et moi, ça m'aide grandement. Mais bon, passons à l'analyse des matchs qui se sont joués, et le premier, ce match fou entre Bordeaux et Castres. Donc Castres commence très bien, en ayant une bonne séquence défensive, puis en étant réaliste en marquant dès leur première introduction dans les 22, mais le problème, c'est qu'après cet essai de Théo Chabouni, il y a une mauvaise réception, le ballon n'est pas capté, et c'est derrière de Rayassi. En gros, il ne valide pas, alors qu'on sait au rugby à quel point c'est important de valider les sorties de camp une fois qu'on a marqué des points, la Castres ne le fait pas. Par derrière, ils vont également prendre 3 autres essais, un d'abord magnifique de Woki, un essai de pénalité, puis l'essai de Penaud, qui fait grimper le score à 28-5, et franchement, on se dit que l'UBB va être inarrêtable si elle continue comme ça. L'UBB arrive à marquer parce que Castres souffre en défense, ils n'ont pas tant de plaquages ratés sur le match, mais ils laissent trop de largesse. Les centres fidjiens, ils ont fait un énorme match en attaque, mais en défense, on voit qu'ils ont énormément de progrès à faire, parce que il y a trop de fois où Bordeaux s'engouffrait dans les brèches trop facilement. D'autant plus que Castres a donné des essais trop facilement. On a parlé de celui de Rayassi il y a quelques instants, il y a aussi un essai de pénalité qui a été donné. Bref, beaucoup trop de points qui ont été marqués trop facilement par Bordeaux. Et malgré tout, les largesses, elles vont aussi se retrouver du côté de Bordeaux, qui va encaisser mine de rien 5 essais sur le match, ce qui est quand même assez fort de la part de Castres, de marquer autant à Chamonix-Delmas. Et puis il y a un moment où Castres réussit à prendre le momentum, réussit à marquer des essais, et à l'inverse, on a un Bordeaux qui déjoue, qui passe plus son temps à râler qu'autre chose, et donc on se dit que le match peut tourner en la faveur des Castrés. Mais il faudra attendre le tournant du match, à savoir cet essai de refusé de Vilimoni Botitou, qui selon moi fait vraiment la différence. Si l'essai avait été accordé, à mon avis, on n'aurait pas eu la même fin de match. Peut-être que Bordeaux aurait gagné, mais pas aussi largement, alors que là, ça a redonné de la confiance aux Bordelais, qui derrière vont chercher un bonus qui est assez inespéré, et à l'inverse, les Castrés, ils prennent pas un bonus défensif qui, selon moi, aurait dû être pris, et en tout cas, qui aurait été mérité pour ces Castrés. On continue avec La Rochelle qui recevait Montpellier. Bon, encore une défaite à domicile de la part de La Rochelle, qui s'installe vraiment solidement dans le ventre mou. Pourtant, le début de match, il est à leur avantage. Ils profitent de l'indiscipline de Montpellier pour marquer les premiers points et pour s'installer dans le camp de Montpellier et marquer le premier essai avec Dylan Leeds. Mais le problème, c'est que, un peu comme pour Castres, ils n'ont pas réussi à valider après ce temps fort les sorties de camp parce qu'ils ont commencé à eux aussi faire beaucoup de fautes et commencer à s'installer dans leur propre camp. Grâce à ça et grâce au jeu au pied de Miotti qui a eu un très bon jeu au pied sur ce match, Montpellier revient à hauteur. Et puis après, dès qu'ils ont eu des occasions, Montpellier, ils ont été opportunistes et ils les ont plantés. Puis ce qui va faire la différence en seconde mi-temps, c'est clairement la puissance montpelliéraine. Parce que pareil, si on s'en fie aux stats, en fait, on a l'impression que c'est La Rochelle qui a gagné si on connaît pas le score. Ils ont plus de points marqués par entrée dans les 22, ils ont à peu près le même temps de possession, le même temps d'occupation et surtout le même nombre de passes réussies, de franchissements, etc. C'est à peu près similaire, ils sont même devant les Rochelais sur la plupart des statistiques, mais le problème c'est que Montpellier, dès qu'ils avaient le ballon, avec la puissance de leur paquet d'avant, ils explosaient tout, notamment à 5 mètres de la ligne rochelaise, où par 3 fois en seconde mi-temps, Montpellier va marquer. Cette puissance, on la retrouve aussi sur la conquête, où pour le coup, La Rochelle a été en difficulté, c'est le seul secteur où vraiment Montpellier a été ultra dominant en statistique. Seulement 67% de mêlées gagnées sur ses propres introductions pour La Rochelle, c'est trop peu. Et puis quand on regarde l'indiscipline rochelaise, on voit que les premières lignes et plus globalement les avants ont souffert parce que 9 des 13 pénalités ont été concédées par des premières lignes à La Rochelle et on rajoute une 10e pénalité pour le 3e ligne Kirill Freins qui prend même un carton jaune. Et grâce à ça, et avec, comme je disais, un Miotti qui a été exceptionnel au pied, Montpellier gagne à La Rochelle. L'autre équipe qui a perdu à domicile, c'est Bayonne qui recevait le Racing. Pareil, deuxième fois d'affilée qu'ils perdent à domicile cette saison. Mais globalement, on l'a vu venir en fait. Dès le début, je trouve que la première mi-temps, elle a l'avantage du Racing. Bayonne est ultra indiscipliné, ils commettent un nombre d'approximations assez effarant. Dans l'ensemble, ils n'arrivent pas à enchaîner les Bayonnais, alors que les Racingmen, eux, ils sont tueurs. Ils ont une pénalité, ils la mettent. Interception, ça fait essai plus tard. Bref, le Racing, lui, est pragmatique. Mais étonnamment, c'est devant où le Racing va souffrir, alors qu'ils ont plutôt un pack qui est très solide avec que des gros bras. Là, c'est devant que Bayonne va insister et marquer 2 essais par Fischer, après celui d'Orabé qui pour le coup est un essai de 3/4.
mais c'est comme ça que Bayonne va réussir à mener à la pause 19-18. Et il y a eu un petit événement aussi dans ce match qui pour moi a eu un impact sur ce match, parce qu'en effet Bayonne va souffrir en seconde période parce qu'ils vont jouer trop chez eux, ils vont pas réussir à aller occuper le terrain du Racing. Et donc l'événement en question, c'était la blessure de Joris Second qui, on le connaît avec son jeu au pied, aurait pu permettre d'aller occuper le terrain du Racing. Et donc par conséquent, Bayonne s'expose plus, et ils commettent aussi des fautes qui permettent au Racing de gagner. Par deux fois, Maxime Bodon contre et va marquer 2 essais du coup après des comptes sur Yantis et sur Orabe respectivement. Mais malgré tout, Bayonne va avoir un gros momentum, ils vont repasser à 33-28 à peu près 15 minutes de la fin, mais ils vont pas savoir le gérer, ils vont recommettre beaucoup d'erreurs et le Racing va en profiter et va gagner ce match. Le dernier match qui a pu se jouer dans ce multi-rugby, c'était Lyon qui recevait Montauban. En vrai, on va passer vite parce qu'il n'y a pas grand chose à dire. Là, on voit que Montauban accepte son sort et s'apprête à redescendre en Pro D2, je pense que c'est désormais officiel. Déjà, quand tu prends un carton rouge dès la première action et le triplé le plus rapide de l'histoire du top 14, ça annonce la couleur sur le match. Et encore, je pense que Wayne Nicolo, en première mi-temps, il aurait pu marquer 2 autres essais qu'il a offert respectivement à Laure et à Millet, mais ça aurait pu être, je pense, un carnage et peut-être un record d'essais marqués sur un joueur si Wayne Nicolo avait été un peu moins altruiste. Franchement, toute l'équipe était absente, être aussi absent et prendre 45 points en première mi-temps, c'est un peu indigne du top 14, même Jérôme Bosviel, qui est un des leaders, là, était pas dans son match, ça se voyait. Et donc, en quelques statistiques, je vais vous montrer la puissance de frappe lyonnaise. Déjà, il y a eu 15 franchissements à 5. Déjà 5, c'est pas mal pour Montauban, mais 15 franchissements, c'est beaucoup trop. Ça veut limite rien dire. 26 plaquages manqués sur Montauban et des largesses assez énormes, vraiment, dans la défense, un peu partout sur le terrain. Il y a eu 5,6 points marqués par entrée dans les 22 pour Lyon à 1,7 pour Montauban. 5,6 points, en gros, ça veut dire que dès qu'il rentrait, il marquait au moins un essai. Ça veut dire que ta défense est totalement absente. En même temps, quand tu prends 73 points, c'est normal. Mais malgré tout, il y a eu 299 mètres parcourus ballon en main par Lyon, ce qui est pas non plus énorme après contact. Et ils ont eu que 56% de possession, c'est pas non plus une ultra domination, ça prouve juste que la défense de Montauban était aux abois. Mais bref, passons à un match tout de suite plus intéressant, c'était Toulon qui recevait Clermont pour un des remakes des plus beaux affrontements des années 2010. Bon, franchement, c'était un match super intéressant à regarder, notamment du côté de Clermont. Ils ont fait un super match, et ce qui est intéressant, c'est de voir comment ils ont gagné. Dès la première relance d'Amdaoui, qui partait super mal, on a compris le plan de jeu de Clermont, c'était de jouer, et de moins taper que ce qu'ils ont l'habitude de faire. Tu couples ça avec une agressivité que seuls les Clermontois peuvent avoir par moment, et ça donne un 19-0 au bout de la 11e minute, il n'y avait pas débat. Bon, je vais pas vous l'apprendre, Toulon a fait un match vraiment horrible, à part Dani Priso, il n'y a vraiment aucun joueur qui a été au niveau sur ce match-là, mais on peut voir aussi un manque d'efficacité vraiment assez criant de la part des Toulonnais, parce qu'il y a eu que seulement 1,2 points marqués par entrée dans les 22, il y a eu 11 entrées en tout pour seulement 2 essais, c'est vraiment pas bon du tout en termes de ratio. Ils n'arrivaient pas à enchaîner, les Toulonnais, ils ont perdu 15 ballons sur ce match, quand Clermont a une défense agressive comme je le disais, ils ont eu 85% de plaquages réussis, les Clermontois. Et Clermont d'ailleurs, offensivement, je le disais, ils ont voulu jouer. Et c'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de voir. D'habitude, on connaît un Clermont très rugueux, très âpre, solide devant, et on va dire un peu moins fantasque derrière que d'autres équipes. Mais là, pour le coup, c'était vraiment le plan de jeu, jouer avec des offloads, avec de la vitesse, et c'est comme ça qu'ils marquent la plupart de leurs essais. Et à l'inverse, eux, ils ont été très efficaces, clairement, parce qu'en termes de ballons portés, ils ont eu que 105 ballons portés, c'est 26 de moins que Toulon, pour 3 essais de plus. Ils ont franchi 8 fois contre 4 pour Toulon, ils ont porté le ballon sur 330 mètres après contact. Bref, Clermont était dans une forme vraiment impressionnante, et si ça continue, Clermont peut être assez chiant à jouer pour les autres clubs d'ici la fin de la saison. Et enfin, le dernier match, c'était le Classico, Stade Français, Stade Toulousain. Bon, on a eu que des matchs, on va dire, plutôt plaisants avec beaucoup d'essais. Là, c'était pas le même schéma, on va dire. Bon, c'est clairement les conditions météorologiques qui ont eu raison, en fait, des stratégies des équipes. C'est-à-dire que c'était les équipes qui avaient le vent, qui pouvaient dominer l'adversaire et imposer son jeu. Donc en gros, Stade Français en première mi-temps, Toulouse en second. Mais du coup, qu'est-ce qui a fait la différence en faveur de Toulouse? Déjà, un truc tout bête, mais Toulouse a su concrétiser une action. Le Stade Français n'a jamais su rentrer dans les 22 et avoir une occasion franche. La seule qu'ils ont eue
c'est l'occasion avec Jeremy Ward en tout début de match sur un coup de pied de Tiny où malheureusement il y a un mauvais rebond et Jeremy Ward est gêné par le poteau. Mais sinon, à part ça, le Stade Français n'a eu aucune véritable occasion. Alors que Toulouse, dans le secteur offensif, en seconde mi-temps, ils ont été meilleurs. Il y a au moins 2 actions d'essai de Graou, vraiment ça se joue à pas grand chose, et avec notamment une bonne défense de Dakuaka sur la deuxième action, plus bah évidemment l'essai concrétisé de Elias qui permet à Toulouse de gagner. Le Stade Français, ils ont été beaucoup moins créatifs en fait quand ils avaient le vent avec eux, ils ont voulu plus occuper, aller jouer au pied, mais sauf que c'était des jeux au pied qui étaient pas forcément bien sentis, et qui surtout n'apportaient pas de réel danger. Alors que Toulouse, eux, ils ont beaucoup joué au pied, surtout pour se dégager, parce que dès qu'ils avaient le ballon, déjà ils l'ont eu beaucoup plus, et ils ont eu un ratio de ballon joué, jeu au pied, qui est vraiment beaucoup plus intéressant que le Stade Français. Je m'explique en chiffres. Le Stade Français, ils ont joué au pied tous les 2,7 ballons en moyenne, alors que Toulouse, c'est tous les 4,4 ballons. En gros, Toulouse jouait beaucoup plus à la main avant de jouer au pied. Et pourtant, les deux équipes ont réalisé le même nombre de coups de pied. 35. Mais du coup, ça s'explique parce que Toulouse a plus tenu le ballon, 60% de possession sur le match. Et donc c'est pour ça que le ratio de Toulouse est plus large comparé à celui du Stade Français. Et sur toutes les stats offensives, en fait, tu vois que Toulouse a été meilleur. 304 mètres parcourus après contact pour Toulouse contre 165. 154 passes pour Toulouse à 93. 141 ballons portés à 65. Enfin franchement, cette stat-là, elle est vraiment édifiante. Il y a plus du double de ballons joués par Toulouse par rapport au Stade Français. Et donc oui, certes, Paris a bien défendu. Il y a 88% de plaquage réussir sur ce match. Mais quand tu ne crées pas, forcément, face à Toulouse, ça ne passe pas. On passe maintenant au top et au flop. En top, je vais aller sur Tevita Ratouva. Le deuxième de Clermont a eu une activité vraiment impressionnante. Déjà, il marque au bout de 2 minutes. Il a touché 8 ballons dans le jeu. Il a commis 3 au flot, dont un décisif sur le premier essai de Zamora, il a parcouru 38 mètres et il a fait 3 sur 3 au plaquage. Ensuite, je vais aller sur Domingo Miotti qui a été vraiment impressionnant dans le sacre montpelliérain à La Rochelle. Déjà, il a très bien conduit le jeu en alternant le jeu au pied et le jeu à la main. Face au Perche, il a fait un 9 sur 10, il marque un essai, et aussi il fait une interception à 5 mètres de sa propre ligne, qui fait beaucoup de bien à Montpellier. Enfin, le dernier top, c'est un joueur qui a perdu, c'est Théo Chabouni, que j'ai trouvé vraiment très intéressant. Alors oui, on pourrait citer d'autres joueurs de la ligne 3/4, mais c'est lui que j'ai retenu, parce qu'il a porté 15 ballons, il a fait 89 mètres ballon en main, il avait eu des appuis vraiment de feu, Rayassi peut en témoigner, mais également sur l'essai de Bagé, c'est lui qui vient fixer ce même Rayassi pour donner à Bagé et cet essai. Et puis en défense, ça s'est pas échappé, pas beaucoup de plaquages à faire, seulement 3, mais il les a fait. En flop, je vais parler de Yohan Orabe, tout simplement parce qu'il y a 2 essais qui sont entre guillemets à cause de lui. Le premier du match de Wilfried Duleux qui vient d'une interception de Max Spring sur une passe de Yohan Orabe. Et en fin de match, il se fait contrer par Maxime Baudon qui permet au Racing de reprendre l'avantage et de gagner ce match. Et enfin, le dernier flop, c'est le Montalbanais Popo Ali. Vraiment, premier match en top 14, moins d'1 minute de jeu. Premier plaquage, tu fais un geste qui est hyper dangereux, inutile, et qui, à mon sens, mérite 5 semaines de suspension minimum. Bref, j'ai pas besoin de plus pour le mettre dans les flops. Pour ce qui est du classement, maintenant, il y a de bonnes opérations qui sont faites, notamment par Clermont et le Racing, qui réintègrent le top 6, même si Clermont y était déjà, mais en tout cas, qui permettent de prendre un petit peu d'avance sur le Stade Français et Toulon. Une avance minime, je vous l'accorde, mais en tout cas, d'être dans un momentum, surtout je pense à Clermont, qui va avoir 2 réceptions par la suite, qui pourra s'installer véritablement dans les 6. Et puis, à noter quand même que Perpignan, je pense, doit accepter aussi qu'ils seront 13e, parce qu'avec les victoires de Lyon, Bayonne qui semble très loin, même La Rochelle, je pense pas que Perpignan puisse être 12e ou plus, donc Perpignan pour moi est 13e, et je pense qu'on peut l'affirmer déjà. Pour ce qui est des pronos, un seul match, du coup, la semaine prochaine, Perpignan-Pau. J'avais déjà pronostiqué la semaine dernière une victoire de Perpignan compte tenu du fait que Pau avait pas mal d'internationaux, et je vais rester sur ce pronostic-là, puisque Perpignan a très peu d'internationaux, quand Pau commence, ça y est, à avoir des périodes de doublons plus compliquées à gérer, avec notamment la paire de centre qui n'est pas là, avec potentiellement Hugo Radou qui serait peut-être conservé si Mani Meafou est commotionné, avec Atis Sogbe qui sera évidemment titulaire face à l'Italie, donc Pau va devoir gérer ça, et ça sera peut-être plus compliqué que prévu à Perpignan, c'est pour ça que je vois les Perpignanais gagner. Enfin bref, cette vidéo est à présent terminée. N'hésitez pas à vous abonner donc à cette chaîne YouTube, comme je vous le disais en introduction, mais aussi à me suivre sur mes autres réseaux, à savoir Instagram, TikTok et Facebook, c'est @bourrichon.tv, vous retrouverez toutes les informations dans la description de cette vidéo. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous a plu, c'était Bourrichon, ciao ciao.